Bonjour et bienvenue pour cette troisième journée de notre e-salon Bourse Live. On est là, on est ensemble de bon matin avec cette parole d'expert et je suis en compagnie de Roland Prévost, responsable du trading en provenance des particuliers chez Euronext. Bonjour Roland. Bonjour Laurent. Alors, de quoi on parle dans cette parole d'expert? Eh bien, on va faire un état des lieux du marché boursier français aujourd'hui et peut-être, pour commencer, tirer un bilan de cette année 2020 exceptionnelle à tout point de vue. Tout à fait. Alors 2020, on dira que c'est le Covid et quand on a des événements significatifs pour l'économie, comme l'événement du Covid par exemple, on observe une hausse de la volatilité. Pour faire simple, les prix des valeurs boursières vont bouger beaucoup et très vite. Des écarts de cours au sein d'une séance qui peuvent être énormes. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a observé, c'est que les investisseurs ont vu cela comme une opportunité pour faire des gains significatifs très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a vu un flux net acheteur en provenance des investisseurs qui était abondant et qui nous a amené sur une tendance haussière des marchés. Donc une tendance haussière, un flux acheteur. Exactement, mais ce qui est surprenant, c'est que même en 2021, alors que la volatilité a bien baissé, oui, on a trouvé une activité des investisseurs qui était toujours très présente, toujours net acheteur, et avec cette tendance des marchés qui continue à grimper. Bon, donc finalement, le mouvement qui a été amorcé en 2020 perdure en 2021. Et puis, l'autre phénomène à mettre en avant, c'est l'arrivée, et là aussi c'est quelque chose de vraiment nouveau, l'arrivée significative de nouveaux investisseurs sur cette période qui ont découvert la bourse en 2020. En effet, on parle beaucoup de ces nouveaux investisseurs particuliers. On a un chiffre à ce moment-là. On a un chiffre. Alors nous, personnellement, on n'est pas en contact direct avec les investisseurs particuliers. On est en contact avec les courtiers, avec les banques qui eux-mêmes sont en relation avec les investisseurs. Par contre, on suit ça de près grâce à des études qui ont été faites par d'autres. Et les deux études vraiment qui ont été suivies par les professionnels de la finance du marché retail, c'est d'abord celle de l'AMF, qui avait publié qu'en mars et avril, on avait observé 150 000 nouveaux investisseurs qui ont été actifs sur les marchés français. Ensuite, on a une autre étude qui est celle de la F2IC, donc l'association des investisseurs en France, et qui a fait un descriptif de l'évolution du profil moyen de l'investisseur français entre 2018 et 2020. Donc, ce qu'ils ont observé, c'est déjà qu'il s'agit d'investisseurs beaucoup plus jeunes. Oui. En moyenne, on est passé d'un âge moyen de 55 ans en 2018 vers 43 ans en 2020. Mais c'est aussi, on l'a beaucoup moins dit, des investisseurs qui sont beaucoup plus féminins. D'accord. Avec en 2020, 36% des investisseurs qui sont des femmes, ce qui correspond à une hausse de 8% en l'occurrence, d'après leur étude, par rapport à 2018. Et ils se disent beaucoup plus connectés et suivent l'évolution des marchés boursiers de manière beaucoup plus récurrente. Oui. Et ça pourrait expliquer pourquoi, chez Euronext, on a observé des nouveaux comportements de trading de la part du flux d'investissement de la part des particuliers, notamment un attrait pour les PME et ETI. C'est-à-dire les petites et les moyennes valeurs, quoi. Exactement, parce que ces valeurs ont eu de belles performances, de très très belles performances, qui ont même surperformé les grandes capitalisations parfois. Exactement, et on a vu par exemple que chez l'investisseur particulier, il y avait des pics de 30% et de 40% d'investissement sur ces PME et ETI. Pendant les deux périodes de confinement en France, c'est-à-dire mi-mars et fin octobre, qui correspond vraiment à nos deux dates où il y avait le plus de volume. Et à titre de comparaison, en 2019, en moyenne, l'investisseur particulier traitait aux alentours des 11% sur les PME et ETI. Ouais. Donc un bel attrait pour ces valeurs-là. Oui, c'est des belles histoires d'entreprise. Peut-être aussi on s'attache à ces valeurs, même si effectivement il y a aussi l'attrait des grandes capitalisations. Plus de femmes, plus de jeunes, ça ce sont pour les nouveaux investisseurs. Si on regarde maintenant les secteurs, et je crois que vous êtes venu avec un graphique, Roland, quels sont les secteurs qui au sein des marchés ont les mieux performé en 2020? Et là aussi peut-être vous avez des enseignements à nous livrer pour le début de cette année 2021. Tout à fait. Alors quand on va parler de
de performance, il faut savoir à partir de quand on regarde. Alors sur le graphique là, en l'occurrence, on regarde depuis le 1er janvier. Si on décide de regarder depuis le début de la crise du Covid, c'est-à-dire là où les marchés étaient au plus bas, exactement le 18 mars 2020, on voit même des secteurs d'activité qui vont presque faire du 100%. Il y a des très gros rattrapages. Par exemple, les biens de consommation qui ont fait plus 97% depuis le 18 mars, suivi des valeurs tech qui ont fait plus 91% depuis le plus bas le 18 mars. Maintenant, quand on regarde depuis le 1er janvier, on voit qu'il y a toujours les biens de consommation, qui est un secteur qui a bien performé, 25% depuis le début de l'année, et qui est suivi par la courbe bleue sur le graphique qu'on peut voir à l'écran, qu'on voit aujourd'hui, qui est la plus performante. Et qui est suivi par les valeurs financières, qu'on fait 21% depuis le 1er janvier. Donc là, rattrapage des valeurs bancaires notamment, j'imagine. Exactement, tout à fait. Dans une configuration de taux un petit peu plus favorable. Voilà pour les secteurs. Qu'est-ce qu'ils achètent, ces investisseurs, ces nouveaux investisseurs? Il y a le choix, il y a des actions, il y a des ETF. Souvent, quand on fait des émissions sur Boursorama, on a beaucoup de questions sur les ETF. Vous avez parlé de volatilité. Bien sûr, il y a aussi des produits de bourse sur le sujet. Comment ça se répartit tout ça? Alors, finalement, les 3 produits sont des produits qui fonctionnent très bien auprès des investisseurs particuliers. En l'occurrence, je suis venu avec quelques chiffres en termes de volume négocié sur ces instruments-là. Par exemple, sur les ETF, on a vu en 2020, on a eu en trading de la part des investisseurs particuliers plus 134% par rapport à 2019. Sur les varants, on parle de 80% de volume supplémentaire de la part des investisseurs particuliers par rapport à 2019. Et sur les actions, on parle de plus 123%. Et ce qui est même étonnant sur les actions, c'est que même en 2021, les volumes traités par jour par les investisseurs particuliers sont encore plus élevés en 2021 que la moyenne en 2020, exactement plus de 8%. D'accord. Donc on voit quand même que finalement ça se répartit assez bien sur les différents types de produits. Moi j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu peut-être sur les ETF. On explique peut-être pour ceux qui sont moins familiers des fonds indiciels qui répliquent la performance d'indices. Et il y en a une multitude qui peuvent couvrir une multitude d'indices. Finalement, lesquels se sont distingués? Alors, ceux qui ont été les plus traités par les investisseurs particuliers, on va regarder le top 3. Sur le top 3, les 2 premiers, c'est des ETF dont le sous-jacent, c'est le CAC 40. D'accord. Voilà, c'est grand classique. Exactement. Il faut le dire, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces 2 ETF n'ont pas traité énormément pour les mêmes raisons. Le premier, c'est un ETF qui va, donc avec un effet de levier x2, mais négatif. C'est-à-dire que plus le CAC 40 va augmenter, plus la valeur de l'ETF va diminuer. Et là, en l'occurrence, ça a beaucoup traité parce que ça a beaucoup vendu de la part des investisseurs particuliers. On se dit que ce type de produit, c'est plutôt utile quand l'indice baisse, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et le deuxième, c'est le produit totalement inverse. On est toujours sur un ETF CAC 40 avec effet de levier x2, mais positif cette fois-ci. Donc on est sur un ETF qui a été beaucoup acheté par les investisseurs particuliers. Ensuite, le troisième, c'est un ETF qui suit un indice américain qui a bien performé aussi, pas autant que le CAC 40, c'est le Nasdaq sans leverage. D'accord. Et à titre donc les valeurs de la tech, pour faire simple. Tout à fait. Et en termes de performance, le CAC 40, depuis le 1er janvier, il a fait plus 18, plus 20%. Le Nasdaq sans leverage, il était plus aux alentours des plus 10, plus 11% depuis le 1er janvier. Donc ça reste classique quand même, du CAC 40, de la tech américaine. On verra, peut-être on aura l'occasion de voir si ça change dans les mois, dans les années à venir. Il y a un autre fait marquant dont il faut absolument parler. On l'a dit, retour, arrivée de nouveaux investisseurs, des performances de marché incroyables. Et puis, ce grand retour, on n'y croyait plus, on l'attendait, des introductions en bourse avec un nombre impressionnant d'opérations. On est quasiment à la fin du premier semestre. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et là aussi, je crois que vous avez des chiffres, un tableau à nous soumettre. Tout à fait, un petit récap des introductions en bourse qu'on a fait en ce début 2021. Alors, on a vu 3 introductions en bourse en février avec Ferrecid Pharma, puis Hydrogen Refueling Solutions et Medicis Pharma. Ensuite, en avril, on a eu Largo et plus récemment, le 26 mai, on a eu Obiz SA.
Et ces 5 introductions en bourse ont été un immense succès, c'est-à-dire qu'il y a eu un taux de sursouscription record, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de demandes de souscription qu'il n'y avait réellement de besoin finalement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que là encore, dans les IPO, le retail, c'est-à-dire les investisseurs particuliers, ont été très présents. D'ailleurs, on peut le voir sur la dernière introduction en bourse. À la finalité de la souscription, on voit que l'investisseur particulier représente plus de la moitié de la souscription, exactement 53%. D'accord. Et on peut dire, sans trahir de secret, bien sûr, que cette belle tendance, elle va se confirmer au moins sur les prochains mois, parce qu'il y a encore un certain nombre d'opérations dans les tuyaux. Exactement, on a beaucoup de projets. On a parlé d'investisseurs, on a parlé des introductions, des types de produits souscrits. Il faut rentrer un petit peu maintenant dans un point qui est important, c'est que beaucoup d'investisseurs arrivent aussi, alors on n'est pas encore dans le cas américain où beaucoup d'investisseurs traitent parfois des actions, des options sur des nouvelles applications, des Robinhood, des courtiers, où c'est beaucoup plus simple, c'est très ludique. Ça attire aussi, là aussi, pas mal de nouveaux investisseurs qui trouvent ça plus fun, pour dire les choses comme elles sont. Quelle analyse vous faites de ce phénomène, Roland ? Le phénomène des nouveaux brokers. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, nous, de notre côté, on est plutôt vigilants. Pour faire simple, quand un investisseur va aller vers ces brokers qui ont des frais de courtage qui sont vraiment très très faibles, voire même... Voire nuls. Voire nuls, totalement. Il faut savoir que l'investisseur ne va pas traiter en bourse. Il va avoir l'illusion de traiter en bourse, mais il ne traitera pas au meilleur prix disponible sur Euronext. Il va traiter au prix du courtier ou au prix d'un partenaire du courtier, qui est généralement un trader algorithmique ou une banque. Et alors que l'investisseur pense finalement pas payer de frais de courtage, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de courtage, c'est-à-dire la rémunération du courtier, va être dissimulée dans le prix d'exécution. D'accord. Pour faire simple, vous envoyez un prix, un ordre market price, c'est-à-dire au prix du marché. Vous n'allez pas traiter au prix du marché en bourse. Vous allez traiter à un prix du marché qui va ajouter la rémunération du courtier. Si vous envoyez un ordre à prix limite, comme on dit, c'est-à-dire où vous avez l'assurance de traiter au prix que vous avez demandé, eh bien votre ordre sera exécuté finalement plus tard lorsque votre prix limite ne correspondra plus au prix du marché et bien évidemment à votre défaveur. Ah oui, donc il faut comprendre un petit peu la mécanique de ces nouveaux courtiers. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Non, du tout. Et par exemple, la Commission européenne a publié récemment qu'elle lançait des investigations sur ces modèles-là de courtiers à faible, voire même à pas... commission nulle, commission nulle. Dans un contexte justement de potentiel conflit d'intérêts. Donc nous, on reste très très vigilants et on invite les investisseurs particuliers, avant d'ouvrir un compte chez un courtier, de bien se renseigner sur la police d'exécution de son courtier. Pour savoir la best execution, c'est ça, exactement, la méthodologie d'exécution qui amènera la best execution au client. D'accord. Et justement... c'est un peu technique, mais c'est important. C'est un peu technique, mais c'est très très important, d'autant plus quand on va observer que les différences de prix d'exécution vont surcompenser ce qu'aurait payé finalement un investisseur sur un courtier traditionnel qui garantit l'exécution en bourse, comme Boursorama par exemple. Ouais, très bien, très clair. Qu'est-ce qu'on leur dit peut-être pour finir rapidement à ces nouveaux investisseurs ? On leur donne des conseils, des mises en garde, si vous aviez 3-4 conseils à leur donner. Alors, étant donné que je ne suis pas conseiller on ne va pas conseiller des valeurs, on est d'accord. Plutôt sur leur méthodologie, leur façon d'agir en bourse. Eh bien, je dirais diversifier son portefeuille avant tout. Classique. Exactement. Et surtout, bien se renseigner, bien lire les analyses. Surtout dans une période, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais qui est très volatile. On a bien évidemment davantage de risques, même s'il y a davantage d'opportunités. Mais il faut surtout bien se renseigner. On ne s'enflamme pas, parce qu'on a peut-être eu des succès quand on a commencé en bourse. Mais voilà, on diversifie et on s'informe, notamment sur Boursorama. Exactement. Merci beaucoup Roland Prévost, responsable du trading en provenance de particuliers chez Euronext. Merci Roland. Merci à vous. C'est fini pour cette parole d'expert, mais restez avec nous sur Bourse Live parce qu'à 9h30, il y a une e-conférence qui démarre et qui s'appelle Produits de bourse, Varan, Turbo, Certificat, comment bien les choisir. On l'a évoqué ici, vous serez incollable après cette conférence qui arrive. Allez, c'est parti.